Personne ne peut mettre fin à la guerre. C'est une introduction étrange, n'est-ce pas? Oui, imagine tous les généraux qui donnent des ordres sans savoir s'ils seront exécutés ou non. Pas parce que l'ordre est mauvais, non, mais parce que la moitié de ceux à qui il est donné sont déjà en route vers la frontière, phares éteints. Ce n'est pas un film, mesdames et messieurs, c'est l'Iran ce printemps. Deuxième image, le président du pays le plus puissant veut mettre fin à la guerre. Il tend la main, mais en face, seule une chaise vide l'attend. Et ce n'est pas parce que l'ennemi s'est détourné avec fierté, mais parce qu'à Téhéran, il n'y a plus personne dont la signature ait bien la moindre importance. En 30 minutes, je vous promets d'expliquer ce qui se passe réellement. Vous comprendrez la crise iranienne plus en profondeur que 9 experts sur 10 à la télévision. Ou, comme on aime les appeler dans les commentaires, les experts. Vous verrez ce qu'ils ratent en courant après les gros titres. Et à la toute fin, nous descendrons des hauteurs géopolitiques directement jusqu'à votre station-service. Et nous répondrons à une question très terre-à-terre. Si la paix n'arrive pas avant octobre ou novembre, est-ce que tout cela pourrait affecter votre portefeuille? Et qui peut arrêter cela? Excusez-moi, laissez-moi reformuler un peu. Non pas « est-ce que cela pourrait », mais à quel point cela va-t-il frapper votre portefeuille? Quelqu'un peut-il arrêter cela? Ce sera inquiétant, mais aussi porteur d'espoir. Regardez jusqu'à la fin. À la fin, quelque chose vous attend que presque personne ne dit à voix haute en ce moment. Tout le monde regarde la carte, le détroit, les missiles, les frappes, et se pose une question. Quand vont-ils enfin trouver un accord? Quand vont-ils mettre fin à la guerre? Mais en réalité, la vraie question est tout autre. L'enjeu n'est pas le moment où ils s'assoiront, mais s'il y a vraiment quelqu'un qui en est capable. Se lever de table et dire à son peuple « J'ai signé ceci, et c'est ainsi que cela sera. C'est la loi. » Pour répondre, il faut regarder à l'intérieur, là où le régime n'a pas une seule fissure, mais 3. Et cela est devenu évident tout récemment. Le 28 février, une frappe américaine sur Téhéran a provoqué ce que la révolution islamique avait évité pendant 46 ans, le guide suprême est mort. Seul le guide suprême est mort à cause d'une intervention hostile. Pour que vous compreniez l'ampleur, ce n'est pas le président qui est mort. À Téhéran, le président est remplaçable et quasi décoratif. Le guide suprême domine l'armée, la justice, l'argent et la foi. Tout. C'était l'homme dont la parole était la dernière par définition. Et maintenant, cette parole s'est tue. Un beau matin, comme disent les Américains, vous savez, comme aux échecs, il y a une pièce sans laquelle la partie se termine tout simplement. Point final, c'est fini. Pendant 46 ans, toute la structure tenait parce qu'au sommet, il y avait toujours une seule personne, inamovible, immortelle, infaillible, et un matin de février, cela a disparu. Le régime a paniqué et s'est empressé de combler le vide. Son fils, donc, Mashtabak Dilia, a été proclamé nouveau leader le 9 mars. Mais donc, le couronnement a été plutôt faible et un peu sale. Plus de 30 assemblées d'experts qui étaient censés voter ont boycotté cette affaire. Le bâtiment même de l'Assemblée avait déjà été détruit à ce moment-là. Et le détail final qui a tout achevé est le suivant. Même les plus conservateurs parmi les fidèles, la faction Païdari, sont sortis et ont publiquement déclaré, en se référant au Coran, « Le trône ne se transmet pas par le sang ». En somme, c'est une monarchie. Quelle ironie. Ce contre quoi les Iraniens ont fait la révolution de 79, vous l'acceptez maintenant, donc comme ça. Nous faisons la même chose. La République a été transformée en quelque chose d'autre, en ce qu'ils ont renversé. Souvenez-vous donc d'un mot, légitimité. Bientôt, vous verrez comment précisément son absence rend la paix impossible pour l'instant. Le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI. Ce n'est pas qu'une armée, c'est le cœur du régime, son épée, son portefeuille, sa police secrète, ses affaires, ses missiles, son idéologie, la moitié de l'économie, tout cela, c'est le corps. Tant qu'il résiste, le régime survit. Dès début 26, des rivets ont commencé à tomber de ce bouclier. Ce ne sont pas les simples soldats qui fuient, mais les officiers de rang intermédiaire. Ceux qui portent dans leur tête l'expérience de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, de l'Afghanistan. Les Iraniens les filment, avec leur téléphone directement dans les aéroports, aux frontières. Des images montrent des personnes en uniforme quittant discrètement le pays, et tout cela circule en ligne. Mais les chiffres ne racontent que la moitié de l'histoire. Ce que disent les gens est plus effrayant que les statistiques. Pour l'Iran, je veux dire. Un ancien officier qui s'est enfui en Azerbaïdjan parlait sous le nom de Morad, et voici sa phrase qu'il faut retenir mot à mot.
À l'intérieur du corps, a dit Scalolone, beaucoup ont commencé à se sentir comme un bouclier humain. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Ah, il s'avère que, dans les moments de danger, les commandants cachaient eux-mêmes et leurs cercles proches, leurs familles, leurs amis, dans un endroit sûr. Et les unités ordinaires s'en restaient sur les bases, exposées aux frappes. Les supérieurs étaient un d'évacuer, tandis que les subalternes étaient à laisser comme appât, ou, comme ils disent, comme bouclier. Pensez à l'impact sur l'armée. Un soldat est prêt à mourir pour une idée ou pour un commandant à ses côtés, dans la même boue. Mais personne n'est prêt à mourir pour un commandant qui, à ce moment-là, évacue sa famille vers un endroit sûr, alors qu'il te laisse, vous comprenez vous-même où, comme appât. Et ta famille, à laquelle tu penses plus qu'à la famille du commandant, elle est quelque part ailleurs, elle t'attend, elle espère que tu reviendras. Et à ce moment-là, quand le soldat comprend cela, l'armée cesse de penser comme une armée. Elle devient une foule d'hommes armés et chacun pense. À quoi pense-t-il? À lui-même. C'est la fin de toute armée. Ajoutez à cela la paranoïa. Les déserteurs affirment que le service de renseignement a renforcé la surveillance après les frappes sur les sites secrets. En somme, ils ont conclu que les Israéliens avaient en tout appris en s'infiltrant parmi eux, en rejoignant Syrie, Xira, etc. Ils ne surveilleront pas l'ennemi, mais leurs propres membres. Un officier a peur de se plaindre d'un salaire non payé ou d'un manque de nourriture, car une plainte peut se transformer en accusation de travailler pour un service de renseignement étranger. Vous vous souvenez, en Union soviétique, n'est-ce pas? Les nôtres, là-bas chez eux, ce sont des éclaireurs, et les leurs, chez nous, ce sont des espions. Et maintenant, un paradoxe qui est au cœur de tout le drame. En même temps que cette fuite, le corps a renforcé sa poigne. C'est-à-dire qu'il a commencé à resserrer, pour ainsi dire, les ceintures, les nœuds coulants et tout le reste. Il a repoussé le gouvernement civil. Le régime reporte de plus en plus de poids sur cette colonne qui présente déjà une fissure. Plus on appuie fort, plus ce fameux bruit se rapproche. Et ici, je vais m'arrêter une seconde, parce que la confiance m'est plus précieuse qu'une affirmation retentissante. Les déclarations les plus dramatiques sur la désertion massive viennent principalement, disons, des chaînes et plateformes d'opposition. Ils ont bien sûr intérêt à exagérer la situation. Restez calme quant à l'ampleur. Mais prenez le fait lui-même au sérieux. Un seul déserteur, c'est une anecdote. Des dizaines de personnes qui fuient, 3 frontières, et qui disent pas tout la même chose, c'est déjà une tendance. Si à cet instant vous vous rendez compte que c'est la première fois que vous voyez le tableau dans son ensemble, et non par bribes de titres, faites une chose. Abonnez-vous et activez la cloche, mesdames et messieurs. C'est important pour vous, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo. Une vidéo sort chaque jour sur la chaîne, et demain nous analyserons ce qui a changé en une journée. Maintenant, l'essentiel. 3 fissures vont converger en une seule, rendant cette guerre difficile à stopper. La 3e fissure, c'est la rue. De fin décembre à mi-janvier, l'Iran a connu des manifestations, déclenchées non par la politique, mais par un réfrigérateur vide. La monnaie, après la guerre de l'année dernière, a perdu combien déjà? 40%. D'abord les commerçants, puis les étudiants, puis tout le monde ensemble. La répression a été terrible. D'après les défenseurs des droits de l'homme, entre 3000 et 3400 morts lors des manifestations. Environ 10 000 personnes ont été arrêtées. Un détail souvent oublié. Lors de ces affrontements, des combattants du corps et des miliciens du Basij ont aussi été tués. La rue ne subissait pas seulement les balles, elle ripostait aussi. Des armes sont apparues d'une façon ou d'une autre. Et quand le peuple cesse d'avoir peur de la mort, la dictature perd son seul argument qu'elle sait vraiment utiliser. Maintenant, mettons tout ensemble. Répondons à la question principale. Cette guerre civile, ce conflit interne, peut-il être la raison pour laquelle l'Iran est incapable de négocier? Voici ma réponse. Oui, c'est sans doute ce qu'il faut surtout comprendre aujourd'hui. Pour faire la paix, il ne suffit pas de la vouloir. Il faut quelqu'un qui puisse promettre et tenir parole. Un accord, c'est donner ici, recevoir là-bas. Mais une concession n'a de la valeur que pour celui qui l'a fait. Il faut avoir assez de pouvoir pour la garantir. Si je signe un papier et que demain 4 personnes derrière moi, en jouant tranquillement avec des couteaux et des pistolets, disent-me que celui-là n'avait pas le droit, que nous n'obéissons pas, alors ma signature ne vaut pas plus que le papier sur lequel elle est apposée. Moins même que le papier. Appliquez cela à l'Iran. Majtaba est assis sur le trône, enfin, on ignore où il est vraiment. Peut-être s'est-il allongé ou déjà parti, mais il est censé être là. Oui, que le tiers du clergé considère comme usurpé.
Il suffit qu'il cède. Et chez les durs du régime, là où on crie, l'héritier qui n'a pas mérité le trône vend maintenant le sang de son père assassiné. Voilà. Pour lui, céder n'est pas de la diplomatie. C'est une condamnation à mort pour lui-même, même si l'armée veut la paix. Et qui l'exécutera ? Une trêve ne tient jamais à une signature en haut, mais à ceux qui tiennent les armes. Les armes sont aux mains du corps, qui n'a pas à écouter les civils et aussi de l'avion. Il s'effondre. Tu t'entends avec un commandant, c'est tout. Mais un autre peut tirer juste pour prouver quelque chose. Moi, là-bas, je ne suis pas comme ça. Vous n'avez pas encore négocié avec moi. Et le carburant, sur quoi repose le nouveau pouvoir ? Pas sur la légitimité, elle n'en a pas. Elle tient en place grâce au chef assassiné. Mais la vengeance et le compromis ne sont pas très compatibles. C'est comme ça que je le dirais. La vengeance et le compromis ne fonctionnent pas du tout ensemble. Je ne sais pas, là-bas. Dans la même assiette. Ha ! Un régime basé sur le slogan « Nous nous vengerons » ne peut pas simplement dire au peuple « Oublions la vengeance, nous avons trouvé un accord ». Additionnez tout cela et vous obtenez une chose effrayante dans sa simplicité. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est une impossibilité structurelle. Aujourd'hui, à Téhéran, il n'existe aucune adresse pour livrer la paix. Pour qu'ils acceptent, signent et commencent, voilà pourquoi le régime fait monter l'escalade. Des missiles, l'étranglement du détroit, au lieu de profiter de la fenêtre de négociation. Parce que, réfléchissez-y, pour un pouvoir en déclin, un missile et c'est plus sûr qu'une signature. Et qui tuera-t-il ? Il tuera celui qui a apposé cette signature. L'ancien ordre fissuré, une question se pose. Qui sera le prochain ? Eh bien, la première chose qui vient à l'esprit, c'est Majtaba. L'ombre du père, il est venu auprès de son père depuis 2008, je crois. Il a réprimé la dissidence, influencé les élections en coulisses. Un type, homosexuel. Par ses opinions, il est plus dur que son père. Il contrôle, selon les estimations, des actifs de plus d'1 trillion de dollars. Et pourtant, il n'a ni l'amour du peuple, ni l'unité du clergé. Le pouvoir sans légitimité. La deuxième catégorie, ce sont les modérés à l'intérieur du système, ceux qui ont été écrasés lors du couronnement. Là-bas, il y a l'ancien président Rouhani, ainsi que le petit-fils du fondateur, Hassan Khomeini. Leur voix est étouffée, mais elle n'a pas disparu. Dans un système qui craque, les perdants d'hier peuvent eux devenir des prétendants. Et troisièmement, l'opposition extérieure. Avant tout, Reza. Reza Pahlavi est le fils du dernier Shah. Après la mort de Khomeini, il est redevenu une figure marquante de l'opposition. Une sorte de résistance, n'est-ce pas ? Et il est important de le dire honnêtement, sa position n'est pas « rendez-moi le trône ». Il parle d'un référendum libre, lors duquel le peuple décidera lui-même, comme on dit, de la façon dont il veut vivre. On dit que tout protégé du régime sera sans légitimité et devra partager son bilan sanglant. Et ici, pas de lunettes roses. Pour certains, Pahlavi est un symbole d'espoir, et pour d'autres, une figure controversée. Il a passé toute sa vie en Amérique, il y a vécu, etc. Il n'y a pas encore de leader unique parmi les chefs de l'opposition. Et cela, aussi étrange que cela puisse paraître, est à la fois une nouvelle inquiétante et une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle car personne n'a usurpé l'avenir. C'est inquiétant car l'absence de pouvoir peut être plus dangereuse que le pouvoir. Retenez l'essentiel. Aujourd'hui, l'avenir de l'Iran n'est pas joué d'avance. C'est pour cela qu'il y a une lutte pour l'avenir. Maintenant, descendons des hauteurs géopolitiques au terrain. Plus précisément, à la station-service. Parce que tout ce dont nous parlons se termine par le prix affiché près de chez vous. Avant la guerre, environ 20% du pétrole mondial passait par le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas ? Le 28 février, il a été pratiquement fermé. Le marché a réagi comme tout marché dont on a bloqué une artère. Le 7 avril, le prix du baril a grimpé jusqu'à 138 $. Voici la chaîne que vous devez garder entièrement en tête. En bloquant le détroit, le pétrole, l'essence, le diesel et le transport deviennent plus chers. Donc tout ce qui est transporté coûte plus cher, c'est-à-dire presque tout. Et ça, c'est autre chose. C'est un mot qui glace le cœur de tout le monde, l'inflation. Et après ? Les prévisions des analystes s'accordent sur une fourchette de 90 à 100 $, le baril en moyenne sur l'année. Certains parlent de 110, d'autres s'attendent à une baisse vers les 90 $ d'ici la fin de l'année, et certains prévoient un retour à 70 l'année prochaine. La conclusion reste la même malgré cette divergence. La phase aiguë est coûteuse mais temporaire. Le coût de la guerre est élevé mais reste limité. Et maintenant, une question qui concerne tout le monde. Si la paix n'arrive pas avant novembre, Donald Trump pourra-t-il faire baisser les prix ?
La réponse honnête, c'est donc en partie oui, mais pas d'un coup de baguette magique et pas complètement. Qu'a-t-il entre les mains? La première chose, c'est la réserve stratégique de pétrole. On peut libérer des réserves et faire baisser le prix. C'est un levier réel, mais c'est de l'aspirine, pas un traitement. Ça fait baisser la fièvre, mais pour une semaine, pas pour un an. La deuxième chose, c'est la production nationale. Lever les restrictions, accélérer les autorisations, pomper plus, aux États-Unis, premier producteur mondial, c'est puissant. Mais le pétrole ne sort pas de terre instantanément. Entre la décision et le baril, eh bien, sur le marché, ça prend des mois, en réalité, c'est même plus que des mois. Et d'ici novembre, les gars, on ne forera pas beaucoup de nouveaux puits, surtout. Troisièmement, faire pression pour convaincre l'Arabie Saoudite et les Émirats d'ouvrir les vannes. C'est la solution la plus rapide, mais leurs intérêts et un prix élevé les arrangent souvent. Ce sont des négociations, pas un ordre, et il faut aussi l'acheminer. Ils ont peut-être des moyens sur place, mais il faut quand même la livrer au destinataire. Et la quatrième chose, voilà la dure vérité. L'origine du prix élevé n'est pas dans les puits, mais dans le détroit. Tant que le goulet d'étranglement reste bloqué, aucune réserve et aucun forage ne ramèneront le marché à ce qu'il était, disons, quand ces ventes-là participaient au marché. Autrement dit, le véritable levier n'est pas pétrolier, il est diplomatique, militaire, ouvrir et sécuriser le détroit. Il n'y a pas d'autre moyen. Et nous venons justement d'expliquer pourquoi c'est si difficile. Il n'y a personne avec qui négocier. Le cercle est bouclé. Le prix à votre station-service ne dépendra pas de la capacité à extraire du pétrole, mais de la possibilité de calmer un régime incapable de faire la paix. Alors je vais répondre directement. D'ici novembre, Trump sera capable d'atténuer le choc, de faire baisser les prix à un niveau confortable, enfin seulement au niveau d'avant-guerre, lorsque le détroit sera ouvert. Le détroit ne s'ouvrira pas pour des raisons économiques, mais selon l'issue de la querelle interne iranienne évoquée plus tôt. Je vous ai promis que ce serait encourageant, et ce n'est pas une consolation après une histoire sombre, mais une conclusion honnête tirée de tout ce qui a été dit. Oui, donc il semble naïf d'attendre de beaux accords rapides. C'est-à-dire finir d'ici la fin du mois dernier, au plus tard vers la mi-juin, pratiquement. Il semble que ce soit impossible. Le prix des Bezoukolonki continuera donc d'inquiéter le monde, je ne le cache pas, mais considérez cette situation autrement. Un régime qui ne peut pas trouver d'accord car il s'effondre de l'intérieur est un régime en déclin interne. C'est une nouvelle bien différente de celle d'une tyrannie invincible surpassant tous. De telles guerres se terminent souvent non pas par une signature au sommet, mais simplement parce qu'il n'y a plus personne en haut pour se battre. Pas par un accord, mais par un changement. Quand un officier filme avec son téléphone, comment ses camarades traversent la frontière en courant. Quand un soldat comprend qu'il est un bouclier humain pour son commandant, qui cache sa propre famille et ne pense qu'à elle. Quand la rue cesse d'avoir peur des balles, quand le trône tient sur 44 voies, ce n'est pas une image de force à laquelle il faut supplier la paix. C'est l'image d'une structure qui a épuisé son carburant intérieur. Il y a encore une chose pour laquelle il vaut la peine de garder l'espoir ouvert. Les Iraniens eux-mêmes. Un peuple mobilisé non pour une idéologie étrangère, mais pour ce qu'il y a de plus simple et grand. Pour le droit de disposer soi-même de sa vie, de son travail, de son avenir. Sous les balles, il a montré qu'il valorise la liberté plus que la peur. De tels élans peuvent être réprimés pendant un mois, un an. Mais une idée dont l'heure est venue, on ne peut pas la fusiller. Impossible. On ne peut que retarder. Fusiller, encore une fois, c'est impossible. Mais alors ne vous empressez pas de vous attrister parce que la paix ne sera pas signée demain. Parfois, l'absence d'accord avec la tyrannie n'est pas un échec. C'est le signe que la tyrannie a atteint une limite où les accords avec elle ne seront plus requis. La fenêtre s'ouvre pour la première fois depuis près de 50 ans. Et au-delà, il n'y a pas le vide. Derrière, il y a 80 millions de personnes qui ont compris ce dont nous avons parlé tout au long de cette émission. Elles étaient du maintenu, dans la peur, pas parce qu'il y avait de la force au sommet. Mais parce qu'en bas, on a cru trop longtemps qu'on ne pouvait pas vaincre cette force. C'est en cela qu'ils ont cessé de croire. Et c'est ça le plus important qui s'est passé en Iran cette année. Si cette analyse vous a intéressé, si elle vous a apporté de la clarté, mettez un like. Il aide ce genre de vidéo à trouver des personnes qui veulent réfléchir et non paniquer. Et abonnez-vous. Ici, il y a un grand épisode qui sort chaque jour. Des actualités plus de l'analyse, calme et pertinent. Et si vous faites partie de ceux pour qui il ne suffit pas de savoir ce qui se passe, mais qu'il est plus important de comprendre pourquoi c'est ainsi et pourquoi cela arrive, alors j'ai une deuxième chaîne, Carte routière vers la liberté.
2 épisodes approfondis par semaine. Où en sommes-nous? Nous essayons d'aller jusqu'à la racine, au fond, à la source. Le lien est dans la description. Venez jeter un œil. Là-bas, nous réfléchissons, raisonnons et faisons des suppositions ensemble. Au revoir. Et préservez votre liberté. Elle perd de sa valeur précisément lorsque vous cessez d'y croire, lorsque vous cessez d'y veiller. À demain.